Salut à toi et bienvenue sur ma chaîne Apprendre à coder. Dans cette vidéo de programmation en langage Java, tu vas parcourir les outils te permettant de manipuler des chaînes de caractères. Tu vas apprendre à affecter une valeur à une chaîne, extraire un caractère, obtenir la longueur d'une chaîne et bien d'autres outils. Avant de commencer, si tu apprécies ce genre de contenu, pense à liker, commenter et t'abonner en activant la cloche pour ne pas manquer ma prochaine vidéo. Ton soutien booste la visibilité de la chaîne et m'encourage à continuer à créer du contenu de qualité. Nous avons vu que pour affecter une valeur à une chaîne, il faut la spécifier entre les caractères guillemets double et guillemets double. Un problème se pose si nous voulons que le caractère guillemets double fasse partie de la chaîne. Pour qu'il ne soit pas interprété comme un caractère de début ou de fin de chaîne, il faut le protéger avec une séquence d'échappement, comme dans l'exemple suivant. On va créer une variable de type chaîne de caractères que l'on va nommer chaîne, puis on va lui affecter une chaîne de caractères en utilisant la séquence d'échappement. La chaîne de caractères est je code en langage et on va mettre entre guillemets Java. Et ensuite, nous allons afficher le contenu de la variable chaîne en utilisant notre méthode println. On passe en paramètre de notre fonction println notre variable de type chaîne de caractères chaîne. Et pour terminer, on exécute notre code en utilisant le raccourci maj F10. On obtient bien le résultat attendu. La chaîne de caractères je code en langage Java apparaît bien dans la console et les guillemets doubles ont bien été pris en compte. Pour obtenir le caractère présent à une position donnée d'une chaîne de caractères, il faut utiliser la fonction char@, en fournissant comme argument ou paramètre l'index du caractère que l'on souhaite obtenir. Le premier caractère a l'index 0 comme pour le tableau. Cette fonction retourne un caractère. On va créer une variable de type chaîne de caractères qu'on va appeler machaîne. On va lui affecter une chaîne de caractères. J'apprends le langage Java. Et on va afficher le troisième caractère de la chaîne en utilisant notre méthode println. En paramètre de la méthode println, on va mettre une chaîne de caractères, le troisième caractère de la chaîne et on va utiliser l'opérateur de concaténation plus pour combiner les deux chaînes. Ici, nous souhaitons obtenir le troisième caractère de la chaîne. Pour cela, on va utiliser la fonction char@. Et en paramètre, on va indiquer l'index de la chaîne que nous souhaitons obtenir, c'est-à-dire le troisième élément de la chaîne. Il ne reste plus qu'à exécuter notre code en utilisant le raccourci maj F10. C'est bien le résultat attendu. Nous avons la concaténation de la première chaîne avec le troisième caractère contenu dans la variable machaîne. Pour déterminer la longueur d'une chaîne, la fonction length de la classe string est disponible. Elle retourne la longueur de la séquence de caractères d'une variable de type string. Reprenons notre code. En paramètre de notre fonction println, on va écrire un message à afficher dans notre console. La variable machaîne contient. Ensuite, on va concaténer cette chaîne avec la longueur de la variable machaîne en utilisant la fonction length. Pour que le message soit plus clair, on va rajouter à la fin caractère. Ne pas oublier l'opérateur de concaténation plus pour pouvoir lier plusieurs chaînes de caractères entre elles. Pour afficher le résultat dans la console, on va utiliser notre raccourci maj F10. C'est bien le résultat attendu. Nous avons bien notre message qui apparaît avec la longueur de la chaîne de caractères machaîne. La fonction substring de la classe string retourne une portion de chaîne en fonction de la position de départ et de la position de fin qui lui sont passées comme paramètres. La chaîne obtenue commence par le caractère situé à la position de départ et se termine au caractère précédant la position de fin. Retour sur notre code. Cette fois-ci, nous allons afficher le découpage de la chaîne contenu dans la variable machaîne. En paramètre de la méthode println, on va écrire le message « Ceci est une partie de la chaîne contenue dans la variable machaîne ». Et on va concaténer le découpage de la chaîne avec le message en utilisant la méthode substring dans laquelle on va mettre en paramètre la position de départ et la position de fin. Ici, on va commencer
au caractère ayant l'index 2 et on va terminer au caractère ayant l'index 9 dans la chaîne de caractères. Pour afficher le résultat, on va utiliser notre raccourci maj F10. C'est bien le résultat attendu. Nous avons le message ainsi que la découpe de la chaîne de caractères contenue dans la variable machaîne. La méthode equals effectue une comparaison de la chaîne avec celle qui est passée comme paramètre. Elle retourne un booléen égal à true, vrai en français, si les deux chaînes sont identiques. Et elle retourne un booléen égal à false, faux en français, dans le cas contraire. Cette fonction fait une distinction entre minuscules et majuscules lors de la comparaison. La fonction equals in your case effectue un traitement identique mais sans tenir compte de cette distinction. Reprenons notre code précédent et à la ligne numéro 10, on va créer une nouvelle variable de type chaîne de caractères que l'on va nommer machaîne2. Ensuite, nous allons affecter une chaîne de caractères à la variable machaîne2. N'oubliez pas qu'une chaîne de caractères est entre guillemets double. On va lui assigner la chaîne et ce n'est pas compliqué. Ensuite, nous allons tester si les deux chaînes sont identiques en utilisant la méthode equals. Pour cela, on va utiliser une structure de contrôle avec l'instruction if, ce qui va nous permettre de tester si une condition est vraie ou fausse, et en fonction du résultat, afficher un message dans notre console. La condition est entre parenthèses juste après le if. Donc si ma chaîne est égale à ma chaîne 2, alors on affiche un message, les deux chaînes sont identiques. Sinon, représenté par l'instruction else, cela veut dire que la condition est fausse et on affiche le message, les deux chaînes sont différentes. Attention à ne pas oublier le point-virgule à la fin de l'instruction sur la ligne 15. On exécute notre code en utilisant le raccourci maj F10. Le test sur les deux chaînes a bien été effectué et les deux chaînes de caractères sont bien différentes et nous avons bien le bon message qui apparaît dans notre console. La fonction trim permet de supprimer les espaces situés avant le premier caractère significatif et après le dernier caractère significatif d'une chaîne. On va commencer par affecter une chaîne de caractères avec espace à notre variable machaîne. Ensuite, on va afficher la longueur de la chaîne contenue dans la variable machaîne. Pour cela, nous allons utiliser trois fonctions. La fonction println pour afficher le résultat dans notre console. Et la fonction length qui nous permettra d'avoir la longueur de la chaîne. Ensuite, on va afficher la longueur de la chaîne, mais cette fois-ci sans les espaces. On va une nouvelle fois utiliser la fonction println. La fonction trim pour effacer les espaces. Et la fonction length pour avoir de nouveau la longueur de la chaîne. Il ne nous reste plus qu'à afficher le résultat dans notre console en utilisant le raccourci maj F10. C'est bien le résultat attendu. Nous avons l'affichage de la chaîne de caractères avec les espaces, avec une taille de 28 caractères, et l'affichage de la longueur de la chaîne sans les espaces, avant le premier caractère significatif et après le dernier caractère significatif. Donc ça nous fait 28 moins 2 caractères, c'est-à-dire 26. La fonction toUpperCase convertit tous les caractères de la chaîne en majuscules. La fonction toLowerCase convertit tous les caractères de la chaîne en minuscules. On commence par créer notre variable de type chaîne de caractères. Pour cela, vous pouvez reprendre le code de la partie précédente ou trouver un autre nom pour votre variable. Ensuite, on va affecter une chaîne de caractères avec des majuscules et des minuscules dans notre variable machaîne. On passe à l'affichage de notre chaîne de caractères tout en majuscules. Pour cela, on va utiliser notre fonction println en ajoutant en paramètre un message ainsi que notre chaîne convertie en majuscules grâce à la fonction toUpperCase.
Pour l'affichage de notre chaîne de caractères en minuscules, on va utiliser les mêmes étapes, c'est-à-dire notre fonction println, un message en paramètres, puis l'utilisation de la fonction toLowerCase pour convertir tous les caractères de la chaîne en minuscules. Il n'y a plus qu'à exécuter notre code en utilisant le raccourci Maj F10. C'est bien le résultat attendu. Nous avons bien le premier message avec notre chaîne de caractères convertie en majuscules, puis le deuxième message avec notre chaîne de caractères convertie en minuscules. La méthode indexOf de la classe string permet la recherche d'une chaîne à l'intérieur d'une autre. Le paramètre correspond à la chaîne recherchée. La fonction retourne un entier indiquant la position à laquelle la chaîne a été trouvée, ou -1 si la chaîne n'a pas été trouvée. Par défaut, la recherche commence au début de la chaîne. Vous pouvez utiliser la fonction indexOf avec deux paramètres. Le premier paramètre étant pour la chaîne recherchée et le deuxième la position de départ de la recherche. Reprenons notre code. On va affecter une chaîne de caractères à la variable machaîne. Cette chaîne de caractères est entre guillemets double et on va écrire « J'apprends le langage Java ». Ensuite, on va affecter des valeurs aux variables recherche et position. On va donc commencer par créer ces deux variables. La variable recherche est de type string, donc c'est une chaîne de caractères. Et la variable position est de type integer, c'est-à-dire entier. Dans la variable recherche, on va affecter le caractère que nous voulons rechercher, c'est-à-dire S. Et dans la variable position, on va mettre l'index du caractère que nous recherchons. Ce caractère est contenu dans notre variable recherche. Donc c'est cette variable recherche que nous allons mettre en paramètre de la méthode indexOf. Il faut maintenant parcourir notre chaîne de caractères afin de retrouver l'index du caractère S que nous recherchons. Pour cela, nous allons utiliser une structure de contrôle en utilisant l'instruction while avec une condition à respecter. Nous verrons plus tard dans le tuto l'ensemble des structures de contrôle. On peut traduire l'instruction while avec tant que la position ou l'index est supérieur à 0, j'affiche en utilisant la méthode println un message avec la position du caractère dans la chaîne. Et ensuite, à chaque fois, j'incrémente de 1 la position. Donc au départ, je suis à 1, puisque je dois être strictement supérieur à 0, puis à 2, à 3, à 4, etc. jusqu'à trouver le S. Une fois que j'ai trouvé la position du caractère recherché et que je l'ai affiché, j'affiche un message pour indiquer que la recherche est terminée. On peut maintenant afficher le résultat dans notre console en utilisant le raccourci Maj F10. La console nous indique une erreur à la ligne 23. On ferme la console et on va directement à la ligne 23. Et effectivement, il manque une parenthèse. On relance l'exécution du code en utilisant Maj F10. C'est bien le résultat attendu. Nous avons le message avec la position du caractère S dans la chaîne. Le S est bien à l'index 10, ainsi que le message de fin de recherche. Il est parfois souhaitable de pouvoir rechercher la présence d'une chaîne à l'intérieur d'une autre, comme dans l'exemple précédent, mais également remplacer les portions des chaînes trouvées. La fonction replace permet de spécifier une chaîne de substitution pour la chaîne recherchée. Elle attend deux paramètres, la chaîne recherchée et la chaîne de remplacement. Reprenons l'exercice précédent. On va créer une variable de type string, chaîne de caractères, qu'on va appeler chaîne2. Puis, dans cette variable chaîne2, on va affecter le remplacement de la chaîne en utilisant la méthode replace. En paramètre de la méthode replace, on va d'abord spécifier la chaîne de départ, c'est-à-dire celle que l'on veut remplacer, virgule, et ensuite la chaîne de remplacement. Ici, on va remplacer Java par HTML. Ensuite, on passe à l'affichage de la chaîne avec le remplacement. Pour cela, on va utiliser notre méthode println avec la variable chaîne2 en paramètre. Il n'y a plus qu'à exécuter notre code en utilisant notre raccourci Maj F10. On obtient le résultat attendu, c'est-à-dire notre chaîne de caractères « J'apprends le langage » avec HTML à la place de Java.
Travailler en base 60 pour les secondes et les minutes, puis en base 24 pour les heures n'est pas très simple. Mais la palme revient à la gestion des mois qui n'ont pas tous le même nombre de jours, voire pire, puisque certains mois ont un nombre de jours variable suivant les années. Les ordinateurs utilisent une technique différente, en ne travaillant pas directement avec des dates et heures, mais en nombre de secondes ou de millisecondes depuis une date de référence, généralement le 1er janvier 1970 à minuit. Ce mode de représentation n'est cependant pas très pratique pour un humain. La valeur 613 802 844 00000 n'est pas très évocatrice. Par contre, 25 12 2014 est beaucoup plus parlant. C'est pourquoi de nombreuses fonctions permettent le passage d'un format à l'autre. De nombreuses classes spécialisées permettent de travailler les dates. Local date représente une date, jour, mois, année, sans heure. Local date time représente une date et une heure, sans prise en compte du fuseau horaire. Local time représente une heure sans prise en compte du fuseau horaire. Offset date time représente une date et une heure avec le décalage UTC. Offset time représente une heure avec le décalage UTC. Zoned date time représente une date et une heure avec le fuseau horaire correspondant. Duration représente une durée exprimée en heures, minutes, secondes. Period représente une durée exprimée en jours, mois, années. Month date représente une date et un mois sans année. Year month représente un mois et une année sans jour. Toutes ces classes proposent une série de méthodes permettant la manipulation de leurs éléments. Off retourne une instance de la classe initialisée avec les différentes valeurs passées comme paramètres. From, conversion entre les différents types. En cas de conversion vers un type moins complet, il y a perte d'information. Parse transforme la chaîne de caractères passés comme paramètres vers le type correspondant. Commençons par utiliser la méthode off avec la classe localDate. Première étape, on va créer une localDate qu'on va nommer été. Et dans cette localDate été, on va mettre la date du début de l'été, c'est-à-dire le 21 juin, en utilisant la méthode off. Cette méthode possède 3 paramètres. Le premier, c'est l'année, on va mettre 2023. Le deuxième, c'est le mois, 06 pour le mois de juin. Et le troisième, c'est le jour, et on va mettre le 21 pour le début de l'été. Deuxième étape, on va afficher un message dans notre console avec notre méthode println, la date du début de l'été et on va concaténer ce message avec le contenu de notre localDate été. On exécute notre code en utilisant le raccourci maj F10. C'est bien le résultat attendu, on a bien notre message avec la localDate que nous avons créée, c'est-à-dire 2023 06 21. Ensuite, on passe à l'utilisation de la méthode from. Première étape, la création de la localDate time. À noter qu'il faut importer les bibliothèques associées à ces classes et votre IDE va vous le proposer automatiquement. On le voit donc en haut à gauche. On nomme notre localDateTime maintenant et on lui affecte la date du jour en utilisant la méthode now. On passe ensuite à l'affichage dans la console de notre localDateTime maintenant en la passant en paramètre de notre méthode println. On exécute notre code en utilisant notre raccourci maj F10. C'est bien le résultat attendu. Nous avons la date d'aujourd'hui qui s'affiche dans notre console. On va passer ensuite à la transformation de notre localDateTime en localDate en utilisant la méthode from. Attention, cela va entraîner une perte d'information puisqu'une localDateTime est plus précise qu'une localDate. On va créer une localDate qu'on va nommer aujourd'hui. Et dans cette localDate, on va utiliser la méthode from dans laquelle on va passer en paramètre la localDateTime maintenant. Ensuite, on affiche le résultat de cette transformation en mettant notre localDate aujourd'hui en paramètre de notre méthode println. Et on va rajouter un message, transformation de la localDateTime en localDate. On exécute notre code. C'est bien le résultat attendu. On a bien transformé notre localDateTime, donc qui était précise, en localDate, ce qui a entraîné une perte d'information puisqu'il ne nous reste plus que la date. Dernière méthode, la méthode parse qu'on va utiliser avec une classe localTime. Première étape, la création d'une localTime. L'IDE nous propose l'import de la localTime
On va le faire en appuyant simultanément Alt plus Entrée. Cette local time, on va l'appeler temps. Et on va lui affecter une chaîne de caractères représentant une local time. Et c'est cette chaîne de caractères qui va être transformée en local time. On passe ensuite à l'affichage dans notre console du résultat que l'on va accompagner avec un message la variable temps contient. Et on exécute notre code en utilisant notre raccourci maj F10. Le résultat ne contient pas d'erreur, on a bien notre message la variable temps contient, suivi du contenu de notre local time temps. C'est la fin de cette vidéo et je te remercie de l'avoir suivi jusqu'à la fin. Si tu souhaites aller plus loin dans l'apprentissage du langage Java, je t'invite à aller regarder ma vidéo complète d'1h20 où tu vas apprendre les bases étape par étape. Le lien apparaît en haut à droite de l'écran et il est également disponible dans la description. Sur ce, je te dis à bientôt et prends soin de toi.